Mesdames et messieurs, il est 15 heures au Caire. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Et à la une de notre journal, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdelati, se rend aujourd'hui à la capitale française, Paris, pour participer à la réunion des chefs de la diplomatie, membres de la commission ministérielle arabo-islamique avec son homologue français. La réunion vise à échanger les points de vue et les estimations sur les développements de la cause palestinienne et les moyens de coopérer face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza et la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Badr Abdelati, a salué le développement remarquable des relations bilatérales entre l'Égypte et la Bulgarie, soulignant que l'année prochaine, les deux pays célébreront le centenaire de la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays. La déclaration de M. Abdelati a eu lieu hier lors de son accueil pour son homologue bulgare, George Georgiev. Dr Abdelati a exprimé son aspiration pour la tenue de la deuxième session du comité de coopération économique entre les deux pays au Caire au cours du second semestre de 2025 et la deuxième session du haut comité de coopération conjointe à Sofia, présidé par les deux ministres des Affaires étrangères au premier semestre de 2026. Passons au territoire palestinien où la défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 11 Palestiniens et d'autres blessés dans un bombardement de l'occupation israélienne d'une maison dans le village de Abassan à Khan Younes. 28 Palestiniens ont été tués et des dizaines de blessés dans des frappes israéliennes dans plusieurs zones du territoire. L'armée de l'occupation israélienne a déclaré que 107 camions d'aide des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires transportant de la nourriture, du matériel médical et des médicaments sont entrés dans la bande de Gaza jeudi. Ceci intervient alors que la crise humanitaire dans la bande de Gaza se poursuit à cause du manque énorme des besoins de la population. De son côté, le Bureau de la coopération des affaires humanitaires a déclaré que 80% de la bande de Gaza est désormais sous ordre d'évacuation ou située dans des zones militaires israéliennes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier que son gouvernement est prêt à conclure un accord qui conduirait à un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza en échange de la libération de davantage de détenus israéliens. Netanyahou a également décidé de renvoyer toute la délégation de négociation de la capitale qatari Doha en Israël suite à ce qu'il a qualifié d'impasse dans les négociations concernant un accord d'échange de détenus. Des rapports israéliens ont indiqué que l'accord s'éloigne de plus en plus et que le Hamas ne fait preuve d'aucune flexibilité. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a exhorté hier Israël à mettre fin à la guerre et à la destruction systématique du système de santé du territoire palestinien. Dans une allocution à Genève à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé, le chef de l'OMS a déclaré que la guerre ne servirait en rien à apporter une solution durable au conflit. Après plus de 2 mois et demi de blocus total de ce territoire dévasté par la guerre, quelques 90 camions y ont livré mercredi de l'aide humanitaire selon l'ONU. Le patron de l'OMS a annoncé qu'il est injuste de faire de la nourriture une arme et qu'il est vraiment injuste de faire du matériel médical une arme. Quelques 2,1 millions de personnes à Gaza se trouvent en danger de mort imminente, d'après le directeur chargé des urgences sanitaires pour l'Organisation mondiale de la santé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé aujourd'hui que le nouveau chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, devait être nommé le plus vite possible, précisant que le candidat qu'il a choisi n'interviendrait pas dans une enquête visant ses proches.
Netanyahou a précisé que le chef désigné de Shin Bet, David Zeni, ne s'occuperait en aucune manière de ces investigations en référence à une enquête de Shin Bet visant des proches de M. Netanyahou soupçonnés d'avoir touché des pots de vin du Qatar. L'annonce hier soir de la nomination par M. Netanyahou du général de la division David Zeni au poste de chef de la sécurité intérieure avait provoqué des vagues. La procédure générale de l'État lui ayant interdit la veille de nommer un remplaçant à Ronen Bar, le directeur démissionnaire, pas crainte de conflit d'intérêts sur l'affaire dite du Qatar Gate. L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, considéré comme le 3e au cours des dernières 24 heures. Sans aucun rapport de blessures ou de dommages matériels. Les Houthis ont affirmé avoir tiré un missile balistique en direction de l'aéroport international Ben Gurion, près de Tel Aviv. Une attaque qui avait conduit la plupart des compagnies étrangères desservant Tel Aviv à suspendre leur vol après une précédente interception dans la nuit des tirs revendiqués par les rebelles Houthis. Une frappe aérienne israélienne a visé un bâtiment dans la ville de Toul, dans le sud du Liban, après un avertissement de l'armée israélienne affirmant que la zone abritait une installation du Hezbollah. Israël a lancé des frappes quotidiennes cette semaine, déclarant qu'elle visait les membres et les installations affiliées au Hezbollah, malgré un cessez-le-feu entre les deux parties entré en vigueur depuis le 27 novembre. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'agression aérienne de grande ampleur, la plus violente dans certaines zones de la région sud depuis la fin de l'agression de 66 jours contre le Liban. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que la présence de camps en dehors du cadre de l'État affaiblit le Liban et nuit également à la cause palestinienne. La déclaration de M. Abbas a eu lieu lors de sa visite officielle à Beyrouth, centrée sur la question du désarmement des camps palestiniens. Il s'agit de la première visite officielle de M. Abbas depuis 2017 au Liban, qui abrite quelques 220 000 réfugiés palestiniens vivant dans des camps surpeuplés, échappant au contrôle des autorités libanaises. Lors de sa visite, il a rencontré le président libanais, Joseph Aoun, et a évoqué la mise en place d'un mécanisme pour rassembler les armes et les retirer des camps. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exhorté les parties belligérantes au Soudan du Sud à s'éloigner du bord du gouffre, avertissant que la situation des droits de l'homme risque de se détériorer davantage à mesure que les combats s'intensifient. Türk a ajouté que l'escalade des combats au Soudan du Sud menace d'exacerber la situation des droits de l'homme, de la situation humanitaire déjà désastreuse et de saper le fragile processus de paix du pays. L'Iran et les États-Unis se retrouvent vendredi à Rome pour un 5e cycle de pourparlers sur le nucléaire iranien sous médiation oumanaise, au moment où les négociations semblent buter sur la question de l'enrichissement d'uranium. Plus de détails dans ce commentaire. Iran et les États-Unis se retrouvent vendredi à Rome pour un 5e cycle de pourparlers sur le nucléaire iranien sous médiation omanaise au moment où les négociations semblent buter sur la question de l'enrichissement d'uranium. Ces discussions représentent le plus haut niveau d'engagement entre les deux pays depuis le retrait unilatéral en 2018 par les États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu 3 ans plus tôt à Vienne. Le président américain Donald Trump, à l'origine de cette décision, durant son premier mandat, a rétabli de lourdes sanctions américaines contre l'Iran dans le cadre d'une politique dite de pression maximale. Il cherche dorénavant à négocier un nouveau pacte avec Téhéran qui espère une levée des sanctions qui asphyxient son économie.
L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui mène les discussions pour Washington, a estimé dimanche que les États-Unis ne pouvaient autoriser qu'1% de capacité d'enrichissement à l'Iran. Si les États-Unis empêchent l'Iran d'enrichir de l'uranium, il n'y aura pas d'accord, a mis en garde jeudi le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Téhéran, qui défend un droit au nucléaire civil, considère cette exigence comme contraire aux dispositions du traité de non-prolifération dont l'Iran est signataire. Les pays occidentaux, les États-Unis en tête et Israël, considérés par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran nie avoir de telles visées. Le nucléaire emploie en Iran plus de 17 000 personnes, notamment dans l'énergie et le secteur médical, selon le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Les systèmes de défense antiaérienne ont détruit et intercepté 112 drones aériens ukrainiens, dont 24 volés en direction de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La Russie et l'Ukraine s'affrontent à coups de drones explosifs de manière quasi quotidienne depuis que Moscou a lancé une offensive contre son voisin ukrainien il y a plus de 3 ans. Depuis mercredi, ces attaques se sont intensifiées des deux côtés, les drones ukrainiens ciblant notamment la capitale russe, rarement visée jusqu'ici et paralysant à plusieurs reprises le fonctionnement de ces aéroports. Et on termine par la météo. Des pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est de l'Australie ont fait 4 morts et piégé près de 50 000 personnes. C'est ce qu'ont indiqué les autorités de Nouvelle-Galles du Sud. Plus de détails dans ce commentaire. Le bilan des pluies torrentielles qui ont provoqué cette semaine de vastes inondations dans l'est de l'Australie a été porté à 4 morts vendredi selon la police. Quelques 50 000 personnes restant piégées par les eaux qui ont commencé à se retirer. 4 corps sans vie ont été retrouvés dans les vastes étendues d'eau qui recouvrent une partie du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, région fertile située à quelques 400 km de Sydney, a indiqué la police. Les équipes de sauvetage mènent des opérations de nettoyage alors que les eaux commencent à se retirer vendredi matin. Elles évaluent également les dégâts des inondations causées par les pluies torrentielles, équivalentes à 6 mois de précipitations qui se sont abattues sur la région en l'espace de 3 jours. Le chef du service d'urgence de l'État a indiqué que plus de 2000 personnes avaient été déployées dans la zone sinistrée. Plus de 600 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. Face à la montée des eaux, certaines ont dû grimper sur des voitures, des maisons et des ponts avant d'être élitreuillées selon les services d'urgence. Le Premier ministre Anthony Albanese s'est rendu dans la zone sinistrée vendredi et a constaté une situation horrible. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, débloquant ainsi des ressources plus importantes pour les zones touchées. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal en langue française. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention.